C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 141 du 4 mai 2026. Au programme aujourd'hui, Victoria Legault, directrice générale d'Aide aux trans du Québec pour discuter du Festival de la fierté trans. Et puis, on va aussi parler de comment survivre à la fatigue de genre. C'est le titre d'un livre du formateur indépendant en France, Vincent Patigny, que nous recevons. Et on va parler aussi des 5 à 7 QC+. C'est le plus important club social LGBTQ de Québec, la ville de Québec, qui célèbre son 2e anniversaire. Et en fin d'émission, Blanche Sabat pour nous parler de sa bande dessinée Cité des Dames. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Actualité. La fierté trans a eu lieu ce week-end et c'est un événement majeur de célébration et de sensibilisation. Pour en parler, nous recevons Victoria Legault. Elle est la directrice générale d'Aide aux trans du Québec. Victoria, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir. Très heureuse d'être de retour ici. Ben oui, tu es une invitée qu'on aime bien recevoir. Là, pour ceux qui découvrent l'événement, Victoria, c'est quoi l'étincelle qui a mené à la création de cette fierté pour les personnes trans? Écoute, une 20e édition, ça paraît incroyable de dire ça. On a réalisé dans les dernières années, au cours de la dernière année, un gros travail de recension dans nos archives. Et c'est ce qu'on a vu vraiment. C'est un événement qui a débuté autour de 2004-2005 et donc 20e édition déjà de cet événement-là qui est vraiment devenu avec les années un incontournable, je dirais, pour les personnes trans et non-binaires. C'est un événement pour briser l'isolement, se rencontrer, partager, discuter, aussi célébrer les arts, les artistes de nos communautés. Et ça a beaucoup évolué à travers le temps aussi. Ce qu'on voyait dans nos archives, justement, c'est qu'au départ, c'était vraiment, c'était davantage une journée. Le nom a même évolué là, à travers les années. Et ça se faisait notamment à l'université. C'était vraiment centré uniquement sur des conférences. Mais avec les années, ça s'est développé, ça a pris de l'ampleur. On a commencé à organiser des soirées festives, des spectacles et tout ça. Donc, maintenant, c'est vraiment un événement multidisciplinaire là, avec plusieurs personnes sur nos scènes. On a besoin parfois de se célébrer aussi, hein? Absolument, surtout dans ce contexte-là, oui. Tout à fait. Ben justement, en quoi la fierté trans se distingue-t-elle des autres célébrations de la diversité sexuelle et de genre? Parce qu'il y a la fierté Montréal, fierté indomptable, fierté littéraire, fierté agricole, il y en a plein, là. Je pense que c'est un événement qui vient compléter tout ça très bien. C'est un événement qui est entièrement par et pour, entre guillemets, donc vraiment réfléchi par la communauté trans et non-binaire. Dans notre programmation, c'est 100% des personnes trans et non-binaires aussi qu'on met de l'avant. Puis c'est ça le but, en fait, c'est de donner également, à travers les conférences, les panels qu'on a, c'est de donner la parole, donner cette lumière-là aux personnes de nos communautés qui ont un message à passer, qui font un travail qui est super important à chaque jour, mais qu'on entend peut-être moins, en fait. Et cet événement-là est vraiment pour ça. Donc, c'est de mettre en lumière nos communautés, d'encourager le développement professionnel aussi des artistes, des conférenciers de nos communautés, puis vraiment créer un espace qui est centré sur nos enjeux, qui, on le sait, nos enjeux sont très discutés là depuis les dernières années et les personnes trans sont vraiment au front en ce moment. Et je pense que justement dans ce contexte-là, d'avoir cette édition anniversaire, ça marque un gros coup. Puis ça démontre à quel point c'est important d'avoir ces espaces de rassemblement-là qui sont sécuritaires aussi, je dirais, pour les personnes trans. Est-ce que ce manque des personnes trans participe ou il y a des personnes alliées qui viennent aussi voir ce qui se passe? Non, tout le monde sont les bienvenus. Ça, c'est certain. D'ailleurs, cette année, on a le soutien de l'arrondissement Ville-Marie pour la production de cette édition. On est très, très heureux de ça et heureuse. Et justement, le but, c'est aussi de sensibiliser la population générale, d'aller à la rencontre de l'autre. Ça se passera au centre, ça s'est passé au oui. Centre des Mémoires montréalaises. Bon, on peut le dire, on
enregistre l'émission une semaine d'avance, alors c'est pour ça que ça se peut qu'on se trompe un peu dans l'entrevue, mais c'est correct. Merci de le préciser. Donc, c'est ça, et c'est un lieu qui est aussi hyper symbolique pour parler de l'histoire des personnes montréalaises, pour justement souligner la cohabitation, la diversité de la ville ici. Et donc, non, c'est tout le monde peut venir dans ces événements-là pour s'informer, rencontrer des gens. Et c'est ce qu'on veut, en fait, aussi. Dans le contexte actuel, je le mentionnais, c'est plutôt difficile pour les personnes trans. Et c'est important aussi d'entretenir ce dialogue-là, ces discussions-là, évidemment, dans le respect l'un de l'autre. J'ai souvent l'impression que les gens ont peut-être un sentiment d'inconfort, de malaise vis-à-vis certaines personnes, notamment ici, on peut parler des personnes trans ou des personnes non-binaires, parce qu'on n'en a jamais rencontré. Mais là, quand on en rencontre, ça change les choses peut-être, hein? Ah, complètement. Je suis certaine. Récemment, j'en parlais avec des collègues et je leur disais, je pense qu'en ce moment, les faits, les données, les statistiques, on a beau citer là, les meilleures études, les plus rigoureuses qui démontrent les besoins des personnes trans, je pense que les gens... En tout cas, il y a une partie de la population qui ne nous entende plus avec ça. Non. Je pense qu'on réussit à peut-être déstabiliser les gens dans leurs préjugés davantage avec justement la rencontre humaine, la discussion, le dialogue, puis vraiment de se rendre compte en rencontrant une personne trans, mais qu'on n'est pas si différent, puis si différente que ça finalement. Et ça, je pense que ça déstabilise plus, ou du moins ça a davantage ce potentiel-là que la confrontation même parfois. C'est peut-être un peu nono, là, mais tu sais, c'est souvent j'ai un ami trans, j'ai une amie trans. Mais moi, je peux le dire, hein, je pourrais dire que parmi mes meilleurs amis, il y a une personne que j'adore qui est une personne trans. Puis quand on me dit des choses sur son compte sans la connaître, on dit les personnes trans. Je dis pas tout à fait ça. Ben c'est ça aussi, c'est quand on connaît une personne trans, qu'on a des personnes trans dans notre entourage qu'on aime, qu'on apprécie, ben quand on entend ça, ça fait peut-être de nous aussi un meilleur allié, ou du moins on est mieux équipé pour faire face à ce genre de propos-là qui sont encore présents malheureusement. Bon, maintenant, quelle sorte d'événements on a pu voir ce week-end? Beaucoup de conférences panels, donc 4 conférences, 4 panels. On va parler, la thématique, donc c'est centré sur l'histoire des communautés trans, parce qu'on se disait, c'est une édition anniversaire, 20e édition. En plus, ça a lieu au Centre des mémoires montréalaises, cet événement. Donc, le but, c'était vraiment de faire ce lien-là avec le passé pour mieux construire l'avenir. Et donc, on a pu parler à travers le week-end là, de la préservation des histoires de la communauté trans, les archives et tout ça, mais aussi, je pense à une conférence super intéressante qu'on a eue de Maxef Giguère qui vient parler en fait de apprendre du passé de la psychiatrie pour mieux avancer avec les luttes trans. Donc, notamment les enjeux qu'il y a eu par le passé de stigmatisation, donc comment est-ce qu'on peut apprendre de ces histoires-là pour en tirer des leçons et essayer du moins de ne pas faire la même chose avec notamment les personnes trans aujourd'hui. Donc, on a des sujets vraiment très, très intéressants. Je pense aussi à... il y a un panel là, qui parle de l'expérience des femmes trans noires, notamment dans le milieu artistique. Super important, donc, utiliser là, l'art, la création pour contrer la discrimination anti-trans, anti-noire. Donc, on en a vraiment de tous les goûts. Oui. Il semble, quand j'entends tout ça, je me sens que c'est le fun de se célébrer et surtout, je reviens là-dessus, vous l'avez pas facile ces jours-ci, les personnes trans. Je sais pas si c'est peut-être... Non, c'est vrai. Ouais. Je pense que c'est en anglais, on dirait un understatement. Oui, effectivement. C'est vrai que moi, je le vois bien dans ma position de DG d'un organisme qui baigne là-dedans à chaque jour. Là, on travaille auprès des personnes trans et on est très, très souvent amené justement à prendre la parole dans les médias et tout ça sur ces enjeux-là. Et je l'ai senti au cours de la dernière année, c'était presque à chaque semaine, là, aux 2 semaines, qu'il y avait une espèce de scandale qui explosait dans différents médias sur les personnes trans et tout ça, qui nous amenait à devoir réagir, à devoir se mobiliser. Alors c'est vraiment, le rythme est très effréné et c'est vrai que c'est épuisant, je pense, pour beaucoup de personnes de la communauté de vivre au quotidien dans ce contexte-là.
Donc, faire la fête, parce que vous avez quand même, il y a beaucoup d'artistes trans et non-binaires, là, il y en a beaucoup, et vous en aviez beaucoup ce week-end. C'est ça, je parlais là, des conférences et des panels, mais évidemment, on a aussi, on a eu donc le samedi soir en collaboration avec Disconio, l'événement qui s'appelle Transtopia. Donc là, c'était Transtopia 2, la deuxième édition d'un événement 100% diversité de genre dans la programmation. On a même eu une artiste qui est venue de New York, qui est très connue dans la nightlife là-bas. Et donc, on a eu une superbe programmation là, de ce côté-là. Également, on a pu souligner les 45 ans d'activité de l'organisme Aide aux trans du Québec en parallèle. Ça date pas d'hier, là. Ça date pas d'hier et on aura eu une prestation surprise aussi là, à travers notre soirée 45e le samedi soir. Donc, beaucoup d'artistes qu'on met de l'avant, là. Alors, moi, je pense que je vais poser la question maintenant à la personne devant moi, Victoria Legault. Comment, dans tout ce que tu vis, là, comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Je pense que je suis bien entouré. Je suis bien entouré et je dirais que en fait, je m'inspire beaucoup ou je trouve, je puise une certaine force dans notre passé, justement. Je viens faire un lien avec la programmation du festival. Mais je suis très inspiré par le combat des personnes trans, des femmes trans notamment, qui m'ont précédé, qui ont pavé des voies. Je pense à Marie-Marcelle Godbout, la fondatrice d'Aide aux trans du Québec, justement. Et je me dis, c'est pas la première fois dans notre histoire qu'on fait face à des vents contraires. On a toujours réussi à passer à travers et je garde espoir et je suis confiante qu'on va réussir encore une fois à passer à travers tout ça. Mais évidemment, j'ai une pensée aussi pour les personnes trans qui vivent ça au quotidien et qui ont peut-être pas le même entourage que moi et la même approche, qui sont peut-être pour qui c'est plus difficile parce que c'est très comprenable aussi que dans le contexte actuel, on soit affecté par tout ça. Je dis ça parce qu'un peu plus tard à l'émission, on va interviewer donc Vincent Platini qui parle de ce que les gens comme toi ressentent, ce qu'on appelle la fatigue du genre. C'est qu'on en entend tous les jours, on se fait harceler de questions. C'est même agressant, la longue, ça. Absolument, absolument. Et je me souviens, ça faisait... lorsque je suis arrivé en poste, dans mon poste de directrice générale à Aide aux trans du Québec, j'avais dit à un moment donné en entrevue, et je le répète parce que c'est encore autant d'actualité, mais on en entend tellement parler et c'est pas parce qu'on veut en parler. C'est-à-dire qu'évidemment, on veut sensibiliser et tout ça, mais c'est vrai que même par moments, je pense qu'on est plusieurs personnes trans et non-binaires à se dire, ben voyons donc, voir qu'on parle encore de ça dans les médias, puis qu'il y a encore une polémique cette semaine, puis pourquoi qu'on parle pas des vraies choses, de ce qui affecte les gens directement, le coût du logement, le coût de l'épicerie, parce que nous aussi, on vit ça, en fait, à travers également. Et c'est vrai que c'est très... on parle beaucoup dans le milieu communautaire de fatigue, de compassion ou de fatigue. Et je pense que c'est quelque chose qui est présent dans le milieu communautaire et plus militant aussi, là, et c'est comprenable. Merci beaucoup. Merci. Legault, directrice générale d'Aide aux trans du Québec. Merci. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Le 5 à 7 QC+, ou Québec+, c'est le plus important club social LGBTQ+, de Québec. Pour en parler, nous recevons deux piliers des communautés de la diversité sexuelle et de genre à Québec. André-Marie Coudou, qui est directeur de l'Épine Cloutier, et Carlos Godoy, expert en relations publiques chez Aldiman PR. Et ce sont donc les coordonnateurs du 5 à 7. Messieurs, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour, Carlos. Bonjour, André-Marie. Alors, vous avez réussi un pari audacieux. Bonjour. Oui, vous avez réussi un pari audacieux, semble-t-il, ramener l'humain au cœur de la rencontre, loin des écrans. Oh mon Dieu. Alors, Carlos, vous avez lancé cette initiative l'hiver 2024. C'était quoi le déclic qui a fait? Après la pandémie, on s'est rendu compte que l'isolement et la solitude avaient fait leur œuvre. Beaucoup de gens se retrouvaient seuls, même lorsqu'ils étaient ensemble devant leurs écrans. On a trouvé qu'à Québec, il y avait un besoin clair de se retrouver. Et les soirées tard, le soir, là, alors passé 23 heures, minuit, bien, ça n'avait plus exactement la cote. Il y avait un plus grand intérêt pour la formule de 5 à 7. Et suite à un test en janvier 2024 plutôt, ça a été clair que des gens voulaient se rencontrer à l'heure de l'apéro. Il n'y avait pas à un moment donné une espèce de forum, le Club Forum qui a fait fonctionner là, pendant un bout de temps, qui était un peu cette formule-là, mais ça n'a plus fonctionné, c'est ça? Je ne sais pas si c'est avant ton temps, ça, Carlos, hein?
Probablement. Je sais on n'a pas inventé le 5 à 7. Ça se fait partout sur la planète. Peut-être un peu moins à Québec, Ouais. mais pour nous, dans notre formule à nous, de manière intergénérationnelle, de manière multiculturelle, très ouverte, très inclusive, vraiment ancrée dans un vrai 5 à 7, un Ouais. apéro, bien à Québec, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. André-Marie, vous venez de Belgique, vous avez transité par Montréal avant d'arriver à Québec en 2023. Comment votre expérience de restaurateur et de comédien avant d'aller chez Lépine Cloutier, alors comment ça influençait la manière dont vous accueillez Oui, 150 personnes quand même? oui, moi je suis arrivé en 2002 et j'ai fait le choix de venir vivre au Québec justement avec mon conjoint de l'époque parce que on trouvait que à Montréal on se sentait plus libre qu'à Bruxelles et qu'en Europe, même si on pense que c'est assez facile, mais c'est vraiment pas du tout facile en Europe. Et donc ici, on a vraiment été vraiment très bien accueillis. Je travaillais 18 ans à Montréal, j'avais un petit restaurant et puis j'avais une compagnie de théâtre. Puis la pandémie est arrivée et j'ai bifurqué dans le funéraire où j'ai travaillé 3 ans chez Memoria à Montréal, qui a été ensuite acheté par Atos, qui est propriétaire de l'Épine Cloutier ici. Et donc, j'ai été catapulté à Québec depuis 3 ans. Et c'est là que j'ai rencontré Carlos, que je connaissais déjà depuis très longtemps, mais qui finissait la pandémie, lui, à Québec. Et c'est comme ça qu'on s'est dit qu'on voulait relancer. En fait, l'idée de départ, moi, c'est parce que j'avais connu la chambre de commerce gay à À Montréal, Montréal oui. et j'avais trouvé qu'il y avait des 5 à 7 et j'avais trouvé que c'était très, très chouette au niveau des hommes d'affaires qui se retrouvaient, des hommes d'affaires gays qui se retrouvaient à la chambre de commerce. Puis au tout départ, c'était ça dans mon intention quand j'ai rencontré Carlos et que j'ai demandé à Carlos de m'aider, de se dire, allez, on fait ça ensemble. Mais on a tout de suite vu qu'à Québec, il y avait vraiment un autre manque, en fait. C'était pas du tout un réseau d'affaires qu'il fallait créer, mais vraiment plutôt un réseau social parce que il y a vraiment les gens étaient tannés d'être sur leur Grindr, téléphone, tout ça, et que les gens avaient envie de se voir en vrai, de jaser, de se rencontrer. Puis recevoir 150 personnes, ça va c'est assez facile parce que Carlos et moi, on allait trouver un bar. On a toujours fait ça les mardis soirs parce que les mardis soirs, c'est généralement pas très occupé dans les bars. Puis on intéresse le patron du bar en disant on serait 40, 50, 60. Maintenant, on est 150. Quand Et même. puis c'est très intéressant pour lui. Et puis ça fait qu'on se rencontre en vrai. Le propriétaire souvent nous paye un verre, le premier verre, et puis après on fait la fête, on consomme là, et puis voilà quoi. Donc ça a été assez facile parce que je pense que le besoin était grand. Moi, je vais lancer la question plutôt à cette question-ci à Carlos. On parle souvent qu'il y a des fossés générationnels, Carlos, hein, puis vous avez des membres qui ont 20 ans, d'autres 75 ans. Alors, comment on peut arriver à faire en sorte que ces deux groupes-là réussissent à se parler en face en prenant une bière ou en prenant un verre de vin ou tout simplement un verre d'eau? Ça a été comme lancer des dés à quelque part, Denis Martin. Et on s'est rendu compte qu'on était tous là pour la même chose, hein, au même endroit, en même temps, membres de la même communauté, pour de la camaraderie et pour du réseautage. Puis c'est un fil conducteur qu'on a découvert qui est beaucoup plus fort qu'on le pensait. D'autant plus que notre offre n'est pas en compétition avec les autres centres d'intérêt ou les autres activités de nos participants. Par exemple, les plus jeunes veulent peut-être faire la fête jusqu'à tard au drag le jeudi et le vendredi soir. Et les moins jeunes veulent peut-être aller au cours de tai chi offert par le groupe Les Aînés de la Capitale. Nous, on est le juste milieu rassembleur. Un verre, une bière en fin de journée, tout le monde est partant pour ça, sans égard à l'âge. Ouais. Euh, Mhm. oui, oui, André, avant que vous voulez ajouter quelque chose, André? Non, non, c'est tout Oui, à fait juste. Carlos d'accord. résume bien ça. Vous avez choisi donc des circuits traditionnels en investissant des bars qui ne sont pas identifiés de la communauté de la diversité sexuelle et de genre. Alors pourquoi c'est important Oui, pour vous ça, autres oui. de sortir des espaces connus, queer, habituels, puis d'aller dans plusieurs quartiers, hein? Bien, n'importe qui peut aller dans les deux bars gays de Québec à tout moment, hein. Ouais. Le Drag, le Saint-Mathieu ont déjà une offre d'événementiel et programmation nocturne qui est très animée. Cependant, la plage horaire de l'apéro du 5 à 7, elle était quand même assez inexistante. Et puis,
Pour faire un 5 à 7 comme au Renard ou à l'Aigle Noir à Montréal, ben c'était pas possible, ça n'existait pas. Euh, Ça pognait pas, comme on dirait au Québec. Alors, pour se démarquer, bien, on voulait offrir des espaces qui sont novateurs, que notre gang fréquente peut-être un peu moins. Puis nos amis qui ont des bars, qu'on va dire straight entre guillemets, nous ont fait une offre qu'on ne pouvait pas refuser. Puis on est sorti des sentiers battus. Tout le monde est content. On fait le tour de plusieurs quartiers de Québec. Et c'est rafraîchissant de voir des nouveaux endroits et des nouveaux quartiers. Vous êtes rendu à 1000 membres sur Facebook, là, Oui, votre puis groupe. ça fait un peu Ouais. d'unité, hein. Oui, puis ça change l'air, hein, puis finalement de pouvoir être gay ailleurs que dans les espaces habituels, c'est vrai que ça fait du bien. Moi, je voulais vous amener aussi sur le fait que vous avez plus de 1000 membres sur Facebook, c'est quand même beaucoup. Comment ça s'est fait, cette croissance-là? Bien, écoutez, au premier moment, lorsqu'on a commencé Sandre et Marie et moi, on s'est dit que peut-être qu'on serait 15 chums de gars, 15 amis qui iraient à notre premier 5 à 7. Puis si c'était le cas, ben, on trouverait que ce serait un succès et puis on serait heureux. Puis au final, on était 41 à notre premier 5 à 7. Alors, encore une fois, là, nos tests confirmaient la thèse. Puis, je crois que notre approche de service à la clientèle, d'accueil, à chacun qui participe, nous démarque vraiment beaucoup. On salue tout le monde Mhm. qui participe, on leur explique le concept, ceux qui ne nous connaissent pas. Comme disait André-Marie, on offre toujours une première consommation gratuite à nos participants. Alors, leur explique que le coupon leur donne droit à un verre qu'ils peuvent aller récupérer au bar. Alors, ça nous force un contact immédiat avec tout le monde, surtout avec ceux qu'on ne connaît pas. André-Marie, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est exactement ça. On pourrait peut-être ajouter aussi que c'est vrai qu'au début, on a commencé à deux, puis tu te rappelles, on a fait rentrer quand même un personnage de Québec qui vivait à Québec, Olivier Poulain. Oui, je connais Et bien, oui. Olivier Poulain connaît quand même très bien la communauté ici à Québec. Et c'est vrai que il est resté avec nous combien de temps, Carlos? Un an? Un an et quelque chose. Et donc, il avait un gros réseau aussi, lui. Donc, c'est vrai que on a commencé à grossir aussi grâce à son réseau. Et puis après, comme dit Carlos, on était 30, puis 40, puis 50, puis on est plus de 100 à chaque fois. Et puis en plus, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, nous, on ne connaît même pas les gens qui viennent. Et on a la base qu'on revoit, mais comme la dernière fois, au deuxième anniversaire, il y avait plein de têtes inconnues de gens qui avaient entendu parler du 5 à 7. Donc, c'était vraiment, c'est ça, ça fait boule de neige, en fait. Le mardi 16 juin, vous allez avoir une édition spéciale sous le signe de l'été et de la fête nationale. Alors, à quoi les nouveaux venus peuvent-ils s'attendre pour cette soirée particulière? Je dirais que pour notre édition été 2026, début d'été, pour notre édition Fête nationale et ainsi Mois de la fierté, ce sera notre formule vraiment classique. Alors, 125, 150 belles personnes de tous les âges, de tous les quartiers de Québec et d'ailleurs qui viennent se rejoindre. Si la température coopère, peut-être serons-nous sur une terrasse également. Comme on expliquait, on offre toujours le premier verre, courtoisie de la maison qui nous accueille. Et ce sera une belle occasion de peut-être prendre ce verre-là sur une terrasse au beau soleil s'il fait beau, se mettre en short et se préparer à vivre un magnifique été. Et j'aimerais vous demander, voilà, vous avez quand même une équipe, hein, vous avez des bénévoles, Benjamin, Michel, Jérémy. Comment voyez-vous donc l'évolution de ce club social dans les prochaines années? Parce que peut-être que une fois que c'est parti, des fois les gens qui ont instigé dire la révérence laissent ça à d'autres. Comment voyez-vous que ça va aller? Et puis, est-ce que ce modèle-là pourrait aussi être exporté ailleurs au Québec? Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur ces bénévoles-là. Euh, Benjamin, Michel, Jérémy qui nous donne un coup de main et anciennement Olivier. Le prochain Zig à 7 va être notre 15e événement. Alors, 15e édition qu'on organise. Alors, on en a quelques-uns sous la ceinture. Et on pense peut-être à une activité estivale au mois de juillet si la demande est forte. Et pour ce qui a trait Mhm. à l'avenir de notre projet, bien, on y songe, hein, que ce projet d'entrepreneuriat social-là puisse faire des petits ailleurs en région. Peut-être Trois-Rivières, peut-être le Saguenay, par exemple. On est ouvert à des propositions d'organisateurs locaux qu'on appuierait avec notre savoir-faire, notre expérience, notre branding. C'est à suivre. Celles et ceux qui seraient intéressés
à faire un 5 à 7 Québec Plus à la saveur de leur région, dans leur région, peuvent nous écrire sur Facebook ou sur Instagram pour nous en parler. 5 à Tout à 7 fait. QC Plus. Et si quelqu'un Tout qui nous à fait. écoute... Oui, André-Marie? Oui, oui, tout à fait. Oui. On est vraiment, on est ouvert à ça. Ça serait même très chouette, je trouve. Et si quelqu'un hésite là, à franchir un de vos bars ou restaurants ou pubs partenaires, là, je pense au Salon d'Edgar, euh, qu'est-ce que vous leur direz là, pour les rassurer? Vous Mhm. êtes encore hésitant à franchir la porte pour aller prendre un verre avec d'autres personnes de la Ben, communauté. on est à la porte, hein. On Ouais. est à la porte, Carlos, Benjamin, Michel, on est à la porte. On est assez, comment je vais dire, on est des gens qui aimons le party, qui aimons la fête. On est assez extravertis, donc je veux dire, la personne ne va pas rester longtemps devant la porte. On va aller vers elle, on va aller avec un verre directement, on va lui parler. Non, d'ailleurs, il y a peu de gens qui ne passent pas la porte, je pense. Parce Ouais. que parce que justement, il y a une grande diversité, quoi. C'est pas, il y a pas de, tu te sens bien directement, quoi. Après, c'est vrai que si tu es tout seul, ben, ça prend peut-être un certain temps pour connecter avec une ou deux personnes, mais généralement, nous, on est là pour la première connexion. J'ai peut-être une petite Si on colle. voit que quelqu'un Oui. est seul, on va vers la personne seule, évidemment. J'ai peut-être une petite colle pour vous deux. Moi, je suis natif de Québec. Puis on a toujours dit qu'à Québec, c'est un peu plus froid, c'est plus difficile de rencontrer des gens. Est-ce que c'est vrai, ça? Écoute, Denis Mhm. Martin, tandis que la température est peut-être un peu plus froide à Québec, l'accueil y est toujours très chaleureux et c'est certainement le cas chez 5 à 7 Québec Plus. Comme disait André-Marie, on s'assure d'aller jaser aux gens qu'on ne connaît pas. Et on a plein d'anecdotes de gens qui nous ont écrit avant de venir, qui n'étaient pas sûrs s'ils seraient à leur place, ou de gens qui se sont pointés nous disant que ça faisait 2 fois qu'ils hésitaient à venir. On en a des anecdotes de cet ordre-là, on en a une et une autre. Et ces gens-là repartent nous disant merci de nous avoir accueillis, merci de m'avoir présenté des gens qui vont peut-être devenir des amis, merci de faire ce que vous faites pour la communauté dans ce projet d'entrepreneuriat social bénévole. Puis nous, on le dit, on organise un 5 à 7 auquel nous, on voudrait participer. Alors, c'est Excellent. garanti que ça va toujours être le fun. Carlos Godoy, André-Marie Coudou, merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous rappelle que pour les gens qui veulent s'en savoir plus sur le 5 à 7 QC+, ben vous faites une petite recherche sur votre Google ou sur Facebook, vous allez trouver ça. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci beaucoup. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot. Après la pause, on va parler de comment survivre à votre fatigue de genre et on va aussi parler de BD fantaisiste queer. À tout de suite. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Vincent Patinier se décrit comme un militant queer et un allié féministe. Il vient de publier un essai « Comment survivre à votre fatigue de genre ». On en a parlé un petit peu en début d'émission avec Victoria Legault, qui est directrice générale de la TQ. Les gens sont fatigués de toujours devoir s'expliquer. Vous allez voir que c'est intéressant ce qu'il en a fait comme analyse et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour s'aider là-dedans. Alors, dans cet ouvrage, il explore l'épuisement lié aux normes et aux luttes de genre dans notre société actuelle. Vincent, qu'on rejoint en France, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je suis ravi d'être avec vous. On est content de vous avoir. Vous distinguez la fatigue de genre de la gender fatigue. Pouvez-vous nous expliquer un peu qui subit quoi dans un ou l'autre des cas? Bien sûr, alors c'est vrai qu'on a pris le parti avec mon éditeur de dissocier les deux. Quand moi je parle de fatigue de genre, je parle vraiment des personnes concernées, des personnes minorisées, minorées, en fait des personnes dominées qui subissent eh bien, au quotidien des micro-usures, une hypervigilance, une surcharge pédagogique, une charge pédagogique, des injustices épistémiques, des oppressions, des stigmatisations, et j'ai envie de dire 3 petits points vers le carrefour des oppressions en fait au quotidien et au-delà. Voilà.
Et quand je parle de gender Oui. fatigue, je parle plutôt des personnes qui seraient, entre guillemets, non concernées, les personnes plutôt dominantes, qui seraient davantage lassées par le sujet du genre, ou en inconfort par rapport à la thématique. Oui, on en a assez entendu parler, qu'on dit souvent, là, je comprends. Vous parlez d'un système d'IA cis hétéronormatif. Là, c'était tout un Oui. terme. En quoi ce cadre est-il le moteur le principal de l'épuisement que vous décrivez? Parce qu'en fait, ce système, il va figer en fait les identités. C'est un système qui va figer les corps, qui va figer les vécus en fait des personnes, et que, eh bien, en fait, on se rend compte que ce système est très présent, même de manière implicite, et dès que, eh bien, on essaye de sortir finalement de ce contexte, de ce cadre, eh bien, les coûts sociaux s'abattent en fait, et les gens en fait subissent en fait un maximum en fait de violence et de micro-violence au quotidien. Et en fait, ce système, l'idée, c'est de tenter de le fissurer à minima, non pas en essayant d'opposer davantage les gens, c'est pas du tout l'idée, mais c'est plutôt d'essayer, en fissurant, d'amener à comprendre peut-être un petit peu mieux, eh bien, ce qui cause en fait les inégalités structurelles et ce qui brise des vies, en fait, tout simplement. Moi, en lisant le livre, j'ai été époustouflé hein, par ce qu'on parle du poids des questions pseudo-bienveillantes. Alors, Mmh. donnons peut-être quelques exemples de c'est quoi des questions pseudo-bienveillantes. Alors dans l'idée des questions pseudo-bienveillantes, en fait, on a vraiment cette idée que, derrière, en fait, les mécanismes, en fait, réguliers, discursifs, en fait, eh bien, derrière ces questions, on a toujours une vigilance, nous, à obtenir, en fait, je veux dire, à acter, en fait, par rapport au poids des questions qui vont être posées, et c'est-à-dire que des questions qui vont sembler, parfois bienveillantes, légitimes, en fait, elles cachent derrière un système qui va être un peu plus insidieux et qui va inviter, en tout cas chez la personne concernée, à toujours être en mode un petit peu eh bien, de surcharge, et qui va alimenter ces micro-usures au quotidien. Encore une fois, des questions qui pourraient paraître chez les personnes non concernées comme, encore une fois, bienveillantes, et qui peuvent paraître légitimes, mais en fait, pour les personnes concernées, qui sont juste fatigantes en fait au quotidien. Donc c'est un petit peu derrière l'idée, on avait envie de les résumer derrière un Ouais, prisme. je vais quand même donner quelques exemples précis parce que moi, je les entends encore, puis ça me surprend qu'on pose encore ce genre de questions. Est-ce que tu as eu une chirurgie? Ou encore, est-ce que c'est quoi l'effet des hormones? Est-ce que c'est pas une phase? Faut faire attention aux enfants. Il y en a tellement, tellement de ces questions-là. Je me dis que ça doit être lassant à la longue. Et justement, c'est énergivore et comment ces personnes-là reçoivent, hein, les personnes qui subissent ça, comment reçoivent-elles donc ces questions trop peut-être insidieuses? Là? Eh bien, les réponses, les réceptions peuvent être très violentes, hein. Les exemples que vous avez donnés sont très justes. En fait, on a un échantillon, qui peut paraître encore une fois anecdotique, hein, mais en fait qui est extrêmement violent. C'est-à-dire que pour les personnes concernées, qui ont effectivement, eh bien, par exemple, entamé une transition de genre, et cetera, on n'a pas forcément envie d'avoir des questions qui soient complètement, eh bien, en dehors du respect de la personne et de sa dignité, en fait. Donc forcément, en fait, on atteint directement à la dignité de la personne. On ne poserait pas ces questions-là à des personnes plutôt cis-het, etc., qui prendraient, je ne sais pas, un traitement, on n'irait pas leur demander quel impact sur leur corps, alors qu'en fait, par exemple, des personnes trans, on va être directement dans une espèce d'obsession, en fait, une fascination qui va être complètement, eh bien, inconfortable pour les personnes, voire, encore une fois, très violente. Et moi, c'est ça, en fait, que je voulais un petit peu montrer quand je dis le poids des questions, c'est vraiment le poids, je pèse le mot pour le coup, c'est vraiment en tout cas quelque chose qui est pesant pour les personnes, et donc qui au quotidien en tout cas devient profondément fatigant. Et donc à un moment donné, il y a des questions, faut peut-être pas trop les poser en tout cas. Ben, c'est que ça augmente la charge mentale des personnes. C'est un terme qui est, une expression qui est relativement nouvelle charge mentale, mais c'est quand même ça. La personne, tous les jours, doit composer ou entendre ça. Puis ça peut avoir un impact sur la santé mentale des personnes à la longue. Et bien complètement, c'est vrai que quand moi je parle de fatigue de genre, je parle des fragilisations psychiques et Mhm. matérielles, mais donc fragilisation psychique, et on est complètement dedans. C'est-à-dire que quand on parle de charge pédagogique, par exemple, eh bien là, on va être dedans. C'est-à-dire, il y a des moments parfois pour poser des questions. Parfois, les personnes, elles sont présentes pour pouvoir répondre à des questions de manière informative, c'est aussi important. Mais parfois, en fait, c'est pas le moment. C'est-à-dire que sur un lieu de travail, par exemple, parfois, ce n'est pas du tout l'endroit, le lieu, la personne n'est pas disposée, et peut-être la personne n'a pas envoyé de signaux, en tout cas. Et c'est-à-dire que la personne peut ressentir une culpabilité, même parfois, à se dire, si je réponds pas, c'est-à-dire
que, eh bien, je ne participe pas à expliquer pédagogiquement, effectivement, ce qu'on appelle le genre, ce qu'on appelle la transidentité, ce qu'on appelle la non-binarité, etc. Et en fait, on a l'impression souvent de porter le poids du groupe et que si on ne le fait pas, en fait, eh bien, ça nous renvoie à une fatigue aussi qui va s'accumuler par cette impression qu'on n'a pas fait forcément ce qu'il fallait et qu'on n'est pas à la hauteur finalement eh bien, de notre groupe, de notre communauté. Et ça, c'est pesant parce que parfois, on est aussi fatigué, on n'a pas envie. Et puis oui, parfois, c'est pas le moment, en fait, tout simplement. Vous prenez donc la parole en tant qu'allié. Je trouve ça important parce que vous le dites très, très bien dans votre livre. Vous prenez la parole en tant qu'allié et vous prenez une prise de parole précautionneuse. Comment donc avez-vous trouvé le juste équilibre entre le soutien actif et le retrait nécessaire pour ne pas reproduire justement ce problème de domination? Alors effectivement, pour avoir beaucoup lu les questions de système de domination et des normes de pouvoir, je me suis dit, pour avoir beaucoup écouté et travaillé avec des autrices féministes, j'ai bien compris qu'il était important, moi en tant qu'homme, alors même si je suis un homme queer, j'ai quand même une casquette homme, et l'idée, c'est pas de reproduire ce système de domination. C'est-à-dire que l'idée, quand on est un allié féministe, c'est de pouvoir porter la parole de personnes qui se sont battues, qui sont encore violentées aujourd'hui. Je suis beaucoup d'autrices militantes féministes qui sont attaquées violemment, menacées de mort. Et en fait, moi, l'idée, c'est de se dire, OK, moi, mon rôle, ça va être de porter cette voix-là, de porter cette parole, de l'amener peut-être à des personnes qui ne l'ont pas entendu, mais surtout pas de me réapproprier le propos et le contenu. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que sinon, je reproduis ce système que je tends à combattre. Donc, j'ai envie d'être cohérent et congruent finalement dans ma parole. Moi, je pense qu'à la lecture du livre, le ton, en tout cas, donne vraiment le ton du livre. Vous fait comprendre que vous prenez bien soin de ne pas prendre la parole au nom d'eux, mais de bien reproduire. Je pense qu'on le voit très bien. Et d'ailleurs, vous évoquez le burn-out militant. C'est toujours quelque chose, moi, que je crains pour mes amis qui travaillent plus comme militants. Quelles alertes qui devraient donc... c'est quoi les signes qu'on devrait reconnaître? Ah, là, je suis en train de faire un burn-out, je devrais faire attention, passer le flambeau à une autre personne ou prendre une pause. Eh bien, c'est pas évident de s'en rendre compte. C'est pour ça qu'en parallèle de l'ouvrage, j'ai essayé de développer même des outils pour évaluer un petit peu cette fatigue de genre, un fatigomètre un petit peu, à l'image des Mhm. violentomètres, et cette idée qu'on se rend pas bien compte en fait sur les signaux qu'on on est fatigué. Donc, et finalement, je me suis rendu compte que dans les signaux, dans les signes, en fait, on retrouvait eh bien quelques éléments communs justement au burn-out. C'est d'où l'exemple que vous avez pris et qui est très juste. C'est-à-dire qu'on a vraiment ce processus d'usure qui va être progressif. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans l'isolement, quand on va être un petit peu dans l'irritation, quand on va avoir un stress qui commence à s'installer, qui va être complètement chronique, et qu'en fait, quand la fatigue, dans les stades de fatigue, elle n'est plus au stade 1, c'est-à-dire le fait de se reposer va permettre effectivement de retrouver de l'énergie. Quand on commence à être dans un état où le fait de se reposer ne suffit plus, là, attention, il faut commencer à se dire, je suis peut-être dans le jaune, voire le orange, et là, il faut peut-être que je fasse attention, que je prenne soin de moi, en tout cas. Ça, c'est important. Vous avez lancé un appel sur les réseaux sociaux, du moins je pense sur LinkedIn, demandant à des personnes de vous alimenter un peu de leurs impressions, des témoignages. Est-ce que des témoignages qui vous ont vraiment, comment je pourrais dire, choqué, bouleversé? Ça m'a vraiment bouleversé. En fait, j'ai senti de la part des personnes qui se sont confiées à moi. Déjà, j'ai apprécié la confiance Mhm. et j'ai senti que pour certaines personnes, enfin, on leur proposait de pouvoir se livrer, de livrer quelques éléments. Et j'ai senti des cris du cœur. C'est-à-dire que j'ai eu un témoignage, par exemple, qui expliquait sur ce qu'on appelle la gender envie, une personne trans qui disait, je n'arriverai jamais à vivre le genre, en tout cas mon genre, en tout cas mon fait genre, ma transitude. Et ça m'a profondément marqué, ça m'a profondément ému parce qu'on sentait une vraie détresse en fait chez la personne qui se disait, à cause de la société finalement et des injonctions et des stigmatisations plurielles, en fait, je n'arriverai jamais finalement à vivre mon genre parce qu'en fait, eh bien en fait, on me l'interdit. Et en fait, ça m'a vraiment ému, ou sur le milieu professionnel aussi, des personnes qui disent, je suis épuisé au quotidien de devoir justifier mon pronom, je suis épuisé au quotidien de devoir expliquer qui je suis. Et devoir en tout cas tout simplement expliquer le fait que c'est un système qui arrange et peut-être qu'il faut le réinterroger. Et moi, ça m'a vraiment ému, en tout cas, ouais, ces cris du cœur. En tout cas, ça venait vraiment des entrailles et ça m'a vraiment touché. Vous avez aussi des conseils pour les personnes qui entourent les personnes trans, les personnes non-binaires, les femmes aussi, les personnes queer, de repenser un peu leur comportement. Est-ce qu'il y a des conseils que vous auriez, tant pour les organismes, les employeurs, peut-être même pour l'État, pour que ça arrête ce genre de violence?
Ben, en fait, pour stopper un petit peu ça, déjà, moi, j'ai essayé de trouver une approche assez apaisante, c'est-à-dire que je voulais pas polariser davantage, en fait, les choses. Moi, l'idée, c'était vraiment de témoigner de l'asymétrie de la situation. C'est-à-dire que souvent, on vient me voir en disant, tu sais, pour nous, c'est fatigant aussi. Je parle de personnes, par exemple, cis hétéros, qui me disent, tu sais, pour nous, c'est fatigant de faire attention à un pronom. Et ben, l'idée, en fait, c'est de pouvoir aussi apporter de la documentation pédagogique, de l'information pour expliquer que la balance, elle n'est pas équitable en fait. C'est-à-dire que j'entends votre inconfort, mais vous ne pouvez pas le mettre sur une même symétrie, sur la même balance en tout cas qu'une fatigue de genre vécue subie de personnes qui subissent le stress minoritaire, etc. Et aussi parfois prendre son temps et accepter parfois de se reposer quand même, c'est important parce que l'épuisement, encore une fois, hein, quand on parle de burn-out, on va jusqu'à l'effondrement et on le Ouais. sait bien dans les conseils qui sont donnés sur le burn-out, il y a vraiment cette idée à un moment donné être entouré, demander de l'aide, etc., même si c'est pas facile, mais essayer en tout cas d'avoir de conscience de l'état dans lequel on est et essayer de pas trop s'épuiser davantage, quoi, et d'essayer de ne pas être trop dans la saturation et de retrouver des espaces respirables. Moi, vraiment, c'est ce que je souhaite autour de moi. Oui, et vous proposez donc aux gens aussi de se déculpabiliser hein, si elles ne peuvent pas continuer. Là, elles ont droit au répit, puis elles ne peuvent pas toujours être fières et actifs en tout temps. C'est vraiment important. Je dois arrêter ici, Vincent Patigny. Merci beaucoup. Donc, Un grand que, merci. je rappelle que l'essai Comment survivre à votre fatigue du genre est publié chez Double Ponctuation en France. Merci beaucoup, Vincent. À la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Entrevue. Comment la fiction peut-elle servir de levier pour transformer nos imaginaires collectifs, en particulier sur les enjeux de genre et de diversité? Blanche Sabat est une autrice, BDiste, activiste, connue sous le pseudonyme La Nuit remue Paris, @ La Nuit remue Paris sur Instagram. Elle vient de publier chez Dargaud la bande dessinée Cité des Dames. Bienvenue à l'émission, Blanche. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Alors, cette nouvelle saga, La Cité des Dames, tire son nom d'un ouvrage de Christine de Pisan, écrit au 15e siècle, si je ne me trompe pas. C'est ça, en 1405. Alors, pourquoi utiliser les codes de l'heroic fantasy ou la fantasy héroïque pour porter un message féministe et inclusif aujourd'hui, en 2026? Pour deux raisons. Déjà parce que j'adore le genre littéraire de la fantasy, du médiéval fantastique. J'en suis une grande lectrice et admiratrice et j'ai grandi avec des contes et légendes réels ou fictionnels qui appartiennent à cette catégorie-là et je pense que ça bénéficierait vraiment de perspectives féministes et antiracistes parce que c'est pas forcément ce qu'on croise le plus souvent dans ce genre-là. Et la deuxième raison, c'est parce que de par mon combat féministe et les recherches que j'ai faites pour cet ouvrage et puis aussi pour mes autres BD, je me suis rendu compte qu'il y avait une parole féministe qui était vraiment très ancienne parfois, qui pouvait dater parfois du coup du vrai Moyen-Âge, comme c'est le cas de Christine de Pisan. Et donc j'avais envie de mélanger cet univers médiéval et des propos de lutte sociale, parce qu'on peut croire que c'est des sujets qui vont pas très bien ensemble, alors qu'en fait, ça va très bien ensemble, et que ça peut être le lieu de plein de discussions politiques très intéressantes, ancrées dans ce contexte-là. Donc c'est un peu pour rendre hommage aux féministes du passé, et puis aussi faire découvrir peut-être ce texte de Christine de Pisan qui est absolument fabuleux. Je vais sauter tout de suite à ce moment-là à la bataille culturelle qui est votre essai, qui est aussi un ouvrage qui comporte un peu de bande dessinée. Et vous parlez que l'art et les récits n'appartiennent pas à l'extrême droite, mais ça appartient aussi aux gens progressistes et ça peut aider à construire une société plus juste. Comment donc cette représentation de la diversité, puis j'aimerais parler de la diversité sexuelle puisque c'est le thème de l'émission, mais aussi le féminisme. Comment on peut, cette représentation-là dans la culture populaire, ça pourrait être une arme pour combattre les montées ou la montée des extrêmes droites? Parce que déjà, quand on a une identité qui a été marginalisée par le passé ou au présent, donc ça peut être femme ou minorité de genre, les identités queer, les identités racisées, on est en manque d'imaginaire et de représentation. Et donc c'est infiniment plus difficile de se construire quand on a peu de modèles, quand on a surtout appris à comprendre que la norme, c'était pas nous, qu'on se construit dans les marges. Et d'ailleurs, il y a un truc médiéval qui est les marginalia, c'est les petits dessins complètement
fantaisistes qui naissent dans les marges des manuscrits. Et je trouve ça métaphorique et hyper intéressant, en fait, de se dire qu'il y a le script extrêmement fignolé, codifié de l'intérieur du livre, et puis dans les marges, on a de l'espace pour la créativité et pour de la dissidence, en fait. Et pour moi, nos imaginaires, ils doivent servir à ça. Ils doivent servir à montrer des alternatives, à façonner. En fait, ça façonne à plein d'endroits le monde dans lequel on vit, comment on se construit, comment on se conçoit dans la société. Et donc, en faisant des imaginaires qui sont déjà plus représentatifs de la réalité, mais aussi voilà, plus divers, plus colorés, plus variés, plus créatifs, tout simplement, et ben on aide à façonner une société qui est moins restrictive, qui est moins violente, qui est moins isolante, qui est moins précarisante. Et la fiction a une place de choix. Et d'ailleurs, dans le Moyen-Âge, c'est intéressant parce que c'est un imaginaire, pas le vrai Moyen-Âge, le Moyen-Âge fantasmé, les petites réécritures historiques, qui est complètement phagocyté par l'extrême droite. Quand on pense en France au Puy du Fou, etc., en fait, ils ont fait un peu un hold-up sur cette période historique pour lui accoler des valeurs ultra-conservatrices et assez intolérantes. Et donc, du coup, je trouve que me réapproprier cet imaginaire et infuser de la pensée progressiste, c'est aussi un peu un pied de nez au modèle de société qu'ils nous proposent. Oui, je vois que et vous avez beaucoup d'humour, puis je trouve ça vraiment, ça se traduit dans Cité des Dames. Le personnage de Kim Devenette, il faut parler d'elle. Elle refuse le destin tracé par le mariage, le patriarcat. Je donne pas trop de détails, il faut que les gens lisent, mais comment la fantaisie permet-elle de mieux mettre en scène cette quête d'autonomie des femmes et des personnes queer? Parce qu'il y a des personnes queer dans ce livre-là, dans un récit strictement contemporain. Comment est-ce qu'on peut faire mieux que dans un récit contemporain? On va dire que les contraintes sont pas les mêmes dans la fantaisie. Déjà, si je m'inspire d'un Moyen-Âge qui ressemble au XIIIe, XIVe siècle en France, on peut imaginer, c'était une société qui était quand même pas très tolérante de la diversité, de la dissidence. Donc on peut imaginer qu'il y a des très grosses contraintes qui pèsent sur mes personnages qui veulent s'émanciper. Et c'est plus facile de parler d'émancipation quand on part d'un contexte qui est extrêmement restrictif. C'est notamment pour ça que la dystopie est un genre tellement politique. Donc je prends un contexte où c'est pas facile, donc il faut lutter pour s'émanciper parce que déjà on est très restreint. Mais la fantaisie, ça a ça de chouette aussi que c'est de la fantaisie, c'est-à-dire que je peux mettre de la magie, je peux tordre les règles parce que c'est de la fiction. Je suis pas en train de faire un ouvrage historique. Et donc souvent dans la fantaisie et dans mon travail aussi, il y a un lien entre la queerness et la magie, par exemple. Ça veut pas dire que l'un vient de l'autre, mais mes personnages magiques, ce sont un peu des personnages de marginaux. Ils sont d'ailleurs traités comme tels dans la société, et ça me permet de porter un discours sur notre société contemporaine, mais en le transposant dans un espace qui est ludique, dans lequel c'est agréable de se plonger, dans lequel c'est joli à regarder, et du coup, peut-être que parfois, on peut avoir un côté un peu donneur de leçons quand on milite, quand on dit bon voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, voilà ce qu'il faudrait penser. Et je trouve que la fiction et la fantaisie en particulier, parce qu'on peut vraiment partir loin avec des pouvoirs, des créatures fantastiques, des ethnies, des cultures entières qu'on invente, et ben ça permet de porter à peu près le même discours, mais juste de le décaler dans un univers où tous les parallèles sont pas forcément évidents. Et du coup, ça laisse de la place à la subjectivité, je trouve, du lecteur. Il y a quand même, je vais quand même le mentionner parce que je ne veux pas tout ce qu'on dit chez nous divulgacher, là, mais il y a quand même des choses que j'ai trouvées géniales dans cette BD. Par exemple, le fait que vous avez des hommes qui sont à l'écoute et qui sont accueillants vis-à-vis les revendications des femmes. Oui, ça c'est vraiment à l'encontre de ce qu'on nous a dit qui était le Moyen-Âge, hein? Oui, tout à fait. J'ai envie de casser un peu les codes du Moyen-Âge tel qu'on l'imagine, donc quelque chose de très gris, très décoloré, très boueux, très violent, très fanatique. Moi, j'avais envie d'un Moyen-Âge où les discussions puissent advenir. Et d'ailleurs, on me l'a fait remarquer, c'est marrant, c'est mon papa qui me l'a fait remarquer, mais mes personnages masculins, ils sont tous un peu fluides, c'est-à-dire qu'ils sont... En tout cas, mes personnages masculins positifs, ils ont une forme d'androgynie, en fait, même dans le design. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de délibéré, mais de fait, ça dit quelque chose de où ils se situent sur l'échiquier politique et effectivement de l'écoute et de la compréhension qu'on aimerait tous avoir. Vous direz à votre papa qui vient de me voler ma prochaine question. Voilà. J'allais vous poser la question sur ces personnages. Ben, j'aimerais quand même faire un parallèle avec cet essai que j'ai trouvé fort intéressant qui a été publié l'an dernier, La bataille culturelle. Vous soulignez donc
là-dedans aussi que les personnes queer sont souvent la cible de violences symboliques en ligne avec le simple fait d'oser exister. Alors, comment ça, par rapport à vos bandes dessinées, comment ça vous aide à créer ce que vous appelez un contre-discours contre ces ou face à ces hostilités? Eh ben, ça va être déjà, par exemple dans mes BD précédentes, d'aller chercher de la queerness là où on l'attend pas forcément, dans notre culture soit classique, soit populaire. Donc par exemple, dans ma BD Mythes et Meufs, évidemment, je réinterprète des contes et légendes et des personnages fictionnels. Et donc, quand je parle de la petite sirène, par exemple, quand je parle du personnage de Ellie dans le jeu vidéo de Last of Us, en fait, c'est mettre en avant des personnages de fiction qui sont queer et qui ont été créés par des personnes queer et parler de la place que ça a dans notre culture, dans notre manière de raconter des histoires, de façonner des histoires. Et puis ensuite, j'étais plutôt du côté analyste. Et puis ensuite, maintenant que je prends la plume côté plutôt conteuse, ça va être dans La Cité des Dames, faire un peu changer le regard des gens sur les représentations, en n'ayant pas une représentation archétypale de personnages LGBT+, en les multipliant. Il y en a où ça se voit déjà dans le tome 1 et il y en a, ça va venir. Il faudra attendre les autres tomes pour voir un petit peu leur histoire romantique, mais c'est pas encore évident, mais j'ai placer des petits indices ici ou là. Et donc, en fait, en créant des personnages qui sont des héros-héroïnes et dont aussi l'identité de genre ou romantique n'est pas l'entièreté de l'histoire. C'est-à-dire que ça peut être déterminant dans leur storyline, mais c'est pas uniquement à ça que on reconnaît le personnage et qu'on reconnaît la richesse du personnage aussi, en fait. Je voulais éviter de tomber dans cet écueil où, justement, comme j'ai choisi un univers très restrictif où il faut lutter pour ses droits, que donc du coup ce soit un peu torturer des personnages queer et faire en sorte que leur identité soit un absolu martyr. C'est pas du tout l'idée non plus, quoi. J'aimerais vous amener à parler aussi dans cet essai, La bataille culturelle. Moi, ce qui m'a vraiment parlé, je reviens là-dessus parce que je pense qu'il faut vraiment en parler de ça, c'est comme si avoir du plaisir, ça, c'est l'extrême droite, c'est approprier le fun et que nous, on n'a pas le droit d'avoir de plaisir, puis on ne peut pas fêter du côté des gens de la démocratie. Ah oui, je vais quand même noter ce que vous avez écrit. Hein. Il y a la démocratie, il y a l'extrême droite. Ça, c'est vous qui avez écrit ça, si je ne me trompe pas. Alors, mais on parle de rire, de se réapproprier le plaisir du côté des gens progressistes. C'est important, ce message-là, et pourquoi? Eh ben, c'est important parce que l'extrême droite, dans leur discours politique, ils fonctionnent que à la mauvaise nouvelle. Dès qu'il y a quelque chose de positif qui se passe dans la société, dès qu'il y a un système, par exemple, un service public qui fonctionne, des politiques d'intégration qui font leurs preuves, ils n'ont rien à dire parce que c'est l'inverse de leur projet de société. Et donc, du coup, nous, en revendiquant les choses qui marchent, les victoires qu'on a conquises, eh ben, on leur reprend un petit peu le terrain politique et médiatique, puisqu'on sait que eux, ils vont pas s'exprimer sur ce champ-là. Donc, il faut absolument, je pense, l'investir. Et puis après, c'est aussi intéressant parce que je trouve que c'est une forme d'absurdité culturelle, en fait, qu'ils aient fait une OPA sur tout ce qui est fun, bon vivant, bien vivre, bien manger, être détente, avoir le monopole de ceux qui savent rigoler, etc. Parce que c'est l'inverse de ce que promeut leur projet de société. C'est vraiment, quand on lit, quand on s'attache vraiment aux propositions politiques de ces partis et de cette vision du monde, c'est horrible, le monde qu'ils nous promeuvent. C'est vraiment l'apocalypse. Ouais. Et donc, du coup, il y a une grosse inversion de la réalité. Et nous qui promouvons, quand je dis nous, c'est vraiment les forces progressistes. Hein. Si on ne veut pas vivre sur une dictature, on fait partie du même club. Et bien, on promeut un système qui bénéficie à tout le monde, en fait, qui est meilleur pour tout le monde et qui est censé rendre la vie moins difficile, moins violente, moins terrifiante. Et donc, c'est complètement étrange qu'on soit perçu comme un camp de personnes chiantes qui sont... Voilà, oui, mais c'est ça. Qui ne prennent pas de plaisir, qui nous empêchent d'exister, alors qu'au contraire, on cherche, par exemple sur le sujet de l'écologie, on cherche littéralement à préserver les conditions d'existence communes
sur Terre. Et donc qu'on soit perçus comme des empêcheurs d'exister, c'est quand même un énorme non-sens. Donc pour moi, on a tout intérêt à se réapproprier ces émotions et ce vocabulaire et ce discours et ce champ politique, parce qu'en fait, nos émotions sont très politiques. On a bien compris que la colère, c'était très politique, mais la joie, c'est très politique aussi. Et je pense que c'est une bonne stratégie que de leur couper l'herbe sous le pied comme ça. Eh bien, on va certainement avoir beaucoup de joie à lire La Cité des Dames et j'ai hâte de voir les prochains tomes, évidemment. Merci beaucoup, Blanche Sabat, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Cet épisode 141 de l'heure où l'arc-en-ciel se lève tire à sa fin. Un grand merci à nos invités du jour, Victoria Legault, Carlos Godoy, Vincent Pétinier et Blanche Sabat, et aussi André-Marie Coudou. Vous pouvez nous suivre ou réécouter nos segments. Rendez-vous sur les réseaux sociaux et sur le site de Canal M. Et vous pouvez, moi, me suivre sur Facebook et Instagram, @DMChabot, auteur en un seul mot minuscule, et aussi sur LinkedIn. Merci aussi à notre équipe de recherche, que Directeur Marie Massé, ainsi que Mathieu Tessier à la mise en onde. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Je réalise et j'anime cette émission. Passez une excellente fin de journée et à la semaine prochaine. Pour joindre l'équipe de l'heure où l'arc-en-ciel se lève, écrivez-nous à heureciel@gmail.com, heureciel en un seul mot, @gmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook et Instagram, @DM Chabot Auteur, et sur LinkedIn, Denis Martin Chabot.